petite présentation des activités à venir au CABA, parce qu'aujourd'hui, c'est une nouveauté. On part à la découverte de Prague. Il va y avoir 3 présentations au total. Et puis, j'expliquerai après. Mais sinon, il y a d'autres activités. Fait que je vais prendre un petit 5 minutes pour vous annoncer les petites activités rapidement. Fait que bonjour, vous ceux et celles qui me connaissent, je suis Julie, au Centre d'action bénévole. Puis on a les petites vues. Vous allez tout avoir l'information en arrière là, concernant nos activités. Là, je vais vous donner beaucoup d'informations. Donc, on a les petites vues qui ont lieu dans la salle ici. Puis on vous présente le 6 mars, Prunelle de mes yeux. C'est dans la relâche scolaire. Si jamais vous avez des grands petits-enfants, c'est comme un film plus familial. Fait que vous êtes les bienvenus avec vos petits-enfants. Mardi le 20 mars, on a une collaboration avec le Réseau des aidants naturels. On vous présente le film C'est le cœur qui meurt en dernier. C'est un film québécois. Sinon, on se présente le spectacle, le DVD, en fait, des Morissette, pas Véronique Cloutier et Louis Morissette. C'est vraiment le spectacle, le DVD qu'on vous présente mercredi le 28 mars. Souvent, je donne l'information. Si vous pouvez donner votre nom à la réception, nous, ça nous aide à savoir à peu près combien de personnes on va avoir. Donc, c'est toujours apprécié quand vous donnez votre nom. Puis, quitte à canceller, si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Les lundis cafards, je ne sais pas si vous connaissez, on a commencé ça le 5 février. On vous laisse la salle à votre disponibilité pour pratiquer votre art, en fait. Ceux et celles qui font du tricot, de la broderie, du dessin, tout ça. Si vous voulez rencontrer des gens, puis apporter votre matériel, ça coûte 2 $. Vous avez le café, biscuit. Puis les femmes, c'est drôle, il y a des femmes, il y a un homme qui est venu, mais ça s'échange des patrons, plein d'informations. En tout cas, c'est vraiment agréable comme activité. Fait que c'est à tous les lundis à 13h30 ici. Donc, on appelle ça les lundis cafards, café art. Pour pas être dans le cafard puis briser l'isolement. Alors, c'est à peu près ça. Sinon, on est très conscients. Sinon, il y a une séance d'information aussi le 8 mars avec Revenu Canada. C'est concernant les types de revenus pour les aînés. Il va y avoir l'information aussi concernant les impôts, parce qu'on est dans la période et tout ça. Donc, c'est le 8 mars au Centre d'action bénévole ici à 13h30. Donc, si ça vous intéresse encore une fois, vous pouvez donner votre nom. Et j'ai presque terminé. Nos cours d'espagnol revient avec notre charmante Mme Coupéry. Elle est là, Mme Coupéry? Ah, OK. Donc, Mme Coupéry, qui donne les cours, qui était là. Je vous l'aurais présenté. Donc, ça commence le 28 mars. Ça commence le 28 mars. On a le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 2 conversation. Il faut qu'on ait un minimum de personnes pour pouvoir offrir le cours. Mais si ça vous intéresse, donc, ça dure 10 semaines. Vous donnez votre nom en bas à la réception. Donc, voilà. Alors, oh oui, j'ai oublié, il en reste un autre. La table des aînés fait son annuel cabane à sucre, sa sortie. Donc, c'est le 7 avril à l'érablière Jean Parent. Les billets sont ici, soit en autobus ou sinon, si vous prenez votre propre véhicule, il y a un prix différent. Les billets sont en vente à l'accueil aussi. Donc, une autre activité. Si vous ne savez pas quoi faire, venez au Cabot, on va vous trouver quelque chose, c'est sûr. C'est ça. Sinon, aujourd'hui, on s'en va à Prague. Puis je vous promets, vous allez être revenus à la fin de l'après-midi. Vous allez être correct. Donc, c'est une belle idée de M. Paul Boudreau, qui est notre bénévole ici au Centre d'action bénévole. Et M. Boudreau a la chance de voyager. Puis en plus, bien, vous allez avoir la chance d'entendre son récit de voyage avec des belles photos. Donc, c'est la première présentation de 3. Ensuite, c'est Vienne et on termine avec Venise. C'est ça. Donc voilà, on s'en présente environ 1 par mois. On espère que vous allez apprécier. Ça va durer 1 heure, 1 heure et quart environ. Puis après ça, bien, vous pourrez manger des biscuits, prendre du café. Alors voilà, je vous laisse avec M. Boudreau. Merci beaucoup, Julie. Alors, mon nom est Paul Boudreau. Je suis bénévole ici au CABA. Je suis membre du conseil d'administration depuis un peu plus de 2 ans. Et je suis architecte semi-retraité. Alors, l'automne dernier, j'ai eu du temps libre. Alors, j'ai fait 3 voyages. J'ai fait une semaine à Venise, suivi au mois de décembre d'une semaine à Prague et une semaine à Vienne. Alors, je pensais que ça pourrait intéresser des gens de voir, de se faire compter des voyages, de voir des photos des villes que j'ai visitées. Alors, j'ai proposé au CABA de faire une nouvelle série qui s'appelle « À la découverte ». Et ceci, c'est la première de cette série-là. Comme Julie l'a mentionné, il va y en avoir 2 autres un peu plus tard, ce printemps. Alors, j'habite à Saint-Ignace. J'y habite depuis maintenant plus de 10 ans. Alors, j'ai fait le voyage à Prague au début décembre, en compagnie de ma conjointe, Lucie, qui est à l'ordinateur là maintenant, dans le fond de la salle. Bonjour. Je vous surveille.
Alors, on va commencer. Si vous pouvez baisser les lumières. OK. Alors, je vais vous expliquer d'abord la structure de ma conférence. Je vais commencer par vous indiquer comment se rendre à Prague, combien ça coûte, combien de temps ça prend. Après ça, je vais vous livrer des données sur la République tchèque, sur la ville de Prague. Je vais vous faire un bref résumé des 100 dernières années d'histoire de ce pays. Ensuite de ça, je vais vous décrire les principaux attraits de 2 quartiers de la vieille ville et le château de Prague. Finalement, je vais vous parler de la gastronomie tchèque, de la bière tchèque, de la vie culturelle en République tchèque et précisément à Prague. Et finalement, je vais vous parler des marchés de Noël et des souvenirs que vous pouvez rapporter de Prague. Alors, on va commencer par comment se rendre à Prague. Alors, évidemment, en avion, il y a 4 compagnies d'aviation qui font le trajet Montréal-Prague tous les jours, avec escale dans différentes villes. Air France et Delta font escale à Paris-Charles de Gaulle. British Airways fait escale à Londres et KLM fait escale à Amsterdam. Bon. Le coût du voyage aller-retour est se situe entre 1100 et 1200 $. Le temps de voyage, incluant l'escale, se situe entre 10 et 12 heures. Il y a une compagnie d'aviation qui fait vraiment le vol à rabais, qui l'offre pour 800 $. C'est Turkish Airlines, qui fait le vol avec escale à Istanbul avant d'arriver à Prague. Bon. L'inconvénient, c'est la durée du voyage. À l'aller, ça dure 14 heures. Au retour, ça dure 34 heures. Oh. C'est libre à vous. Si vous avez du temps à perdre, allez-y. Après ça, on arrive à Prague, à Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie, c'est pas la Tchécoslovaquie, je m'excuse, là, parce qu'on a souvent l'habitude de dire ça, mais c'est la République tchèque maintenant, depuis 1993. Alors, la République tchèque est un pays d'Europe centrale qui se trouve aux confins d'autres pays comme l'Allemagne au nord, c'est-à-dire l'Allemagne à l'ouest, la Pologne au nord, la Slovaquie à l'est et l'Autriche au sud. Le pays est divisé en 2 régions, la Bohême à la partie ouest et la Moravie, qui est plutôt une région montagneuse à l'est. La population de la République tchèque est d'environ 10 250 000. Là-dessus, il y a 94 % des gens dont la langue maternelle est le tchèque. La République tchèque est un pays relativement prospère. De tous les ex-pays de l'Union soviétique, c'est lui qui est le plus prospère. La religion. Ils ont fait un sondage il y a quelques années pour connaître l'allégeance religieuse des Tchèques. Et on a été étonné d'apprendre qu'il y avait 34 % d'athées, plus 45 % de gens qui ne voulaient pas répondre à aucune question touchant à la religion. Et finalement, les catholiques représentent 10 % de la population, environ 1 million de personnes. Il y a 50 000 protestants qui, là-bas, s'appellent les Hussites. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Il y a 1500 juifs et 300 musulmans, environ. Bon. Après ça, on va arriver à Prague. Prague, en tchèque, se dit Praha, P-R-A-H-A. Et c'est une ville d'environ 1 250 000 habitants. Qui est située, c'est la capitale de la Bohême. Avant, ça a été la capitale de l'État, de l'Empire germanique romain. Et finalement, la capitale de la Tchécoslovaquie est maintenant la capitale de la République tchèque. La ville est facile à visiter parce que c'est plat et c'est très compact. Tous les bâtiments ont à peu près 6 ou 7 étages de hauteur. Et là, on trouve de tous les styles d'architecture. On trouve du roman, du gothique, du classique.
du baroque, du rococo, de l'art nouveau, de l'art déco et du moderne. Et cette ville-là est restée intacte depuis des siècles parce que pendant la dernière guerre, comme c'était la ville préférée d'Hitler, il ne l'a pas fait bombarder. Alors, je vais vous amener visiter principalement 2 quartiers de la ville. Vous avez le quartier qu'on voit en vert pâle, à droite, qui est le quartier de la vieille ville, avec un petit îlot en vert plus foncé qui est le quartier juif. Il y a le fleuve qui s'appelle la Vladva, ou Moldau en allemand, qui sépare la ville en 2. Sur la rive gauche, on trouve le quartier riverain de Malastrana, et plus loin, sur la colline, on trouve le château de Prague. Bon, c'est très facile de visiter parce que, comme je disais, c'est plutôt plat. Mais par contre, s'il y en a qui le veulent, il y a un réseau de métro à Prague. Il y a un excellent réseau de tramways, d'autobus et évidemment des taxis. Alors, les principaux attraits de la vieille ville sont la place de la vieille ville, où on voit au centre, là, avec la tour. Il y a aussi le couvent Sainte-Agnès. Il y a la maison municipale et il y a le quartier juif, sur lequel on va revenir tantôt. Alors ça, c'est une vue de la place de la vieille ville. À la place de la vieille ville, on trouve l'hôtel de ville, sur lequel il y a un beffroi, avec, sur le côté du beffroi, qui est la tour adjacente à l'hôtel de ville, cette horloge, qui est une horloge astronomique, qui est un chef-d'œuvre d'horlogerie qui a été fait par un maître horloger à Prague au 14e siècle, qui fonctionne encore. Cette horloge indique évidemment l'heure, le jour, le mois, la position du soleil, de la lune, et vous voyez en haut, il y a 2 petits créneaux, et à toutes les heures, les 12 apôtres paradent devant les ouvertures qui sont là. Ça dure à peu près 1 minute. Après ça, ça va à l'heure suivante. Il y a une légende au sujet de cette horloge-là. On dit que l'horloger, qui a fait un travail vraiment, c'est un chef-d'œuvre d'horlogerie, les élus municipaux de Prague étaient très heureux de son travail, mais ils craignaient qu'il aille répéter la même chose dans d'autres villes et qu'eux autres perdent l'exclusivité de cette horloge astronomique-là. Alors, ils lui ont fait crever les yeux. Et celui-ci, pour se venger, a jeté un sort sur l'horloge, de sorte que dans les années qui ont suivi, dans les siècles qui ont suivi, toute personne qui allait travailler sur l'horloge soit mourait à brève échéance ou devenait fou. Vraiment, la République tchèque, c'est un pays de légende. Vous allez voir, il y en a d'autres, beaucoup à venir. Bon, après, qui donne sur la vieille place aussi, il y a la cathédrale Notre-Dame du Thym. Thym s'écrit T-Y-N et veut dire place fortifiée. C'est une église de style gothique avec les magnifiques clochers qui s'élèvent à 250 pieds dans les airs. La population ne l'a pas trouvée belle quand elle a été finie de construire, étonnamment. Alors, ce qu'ils ont fait dans les années suivantes, qui ont suivi, ils ont encouragé la construction devant la cathédrale pour la cacher le plus possible. Alors, c'est là qu'on voit qu'il y a des murs de ces bâtiments-là qui viennent jouxter et frapper jusque les murs de l'entrée principale de la cathédrale. On voit également sur le côté une entrée latérale avec la pierre en pierre noire de Prague. Ceci, c'est un monument qui est sur la place de la vieille ville. C'est un monument à Jean Hus. Excusez-moi. Jean Hus était un théologien du 14e siècle qui s'est montré critique de l'Église catholique, qui trouvait que la moralité de l'Église était douteuse, que l'Église s'éloignait de sa mission première. Alors, les autorités de l'Église n'ont pas vu ça d'un bon œil
Ils lui ont fait un procès au terme duquel il a été déclaré hérétique. Et les hérétiques, ce qu'on faisait, on les brûlait sur le bûcher. Alors, il a fini brûlé sur un bûcher. 100 ans plus tard, Martin Luther et Jean Calvin ont repris les thèses de Jean Hus et on les a menées à terme et ont créé le protestantisme. C'est pour ça qu'en République tchèque, les protestants s'appellent les Hussites en l'honneur de Jean Hus. Voici une de leurs églises qui donne sur la place de la Vieille Ville, c'est Saint-Nicolas, qui est une merveilleuse église baroque. À tous les dimanches matins, on célèbre le rite hussite. Et sinon, en d'autres temps, cette église-là sert de lieu de concert de musique classique, comme tant d'autres églises à Prague. Bon, on va parler maintenant d'un autre attrait de la vieille ville, c'est la maison municipale. Sur le site de la maison municipale s'élevait jadis le palais royal. Ça a été habité par les rois de Bohême pendant une période au Moyen Âge d'à peu près 100 ans. Au bout de 100 ans, les rois ont voulu déménager dans le château de Prague, au côté du fleuve. Alors, ça a été racheté par un particulier, ça a passé au feu. Ça a été reconstruit, l'armée a acheté le bâtiment. Ils en ont fait une école militaire. Ensuite de ça, c'est devenu une caserne pour des soldats. Et finalement, à la fin du 19e siècle, la ville jugeait que le bâtiment était juste bon à raser, ce qu'ils ont fait. Et ils ont élevé à la place la maison municipale. La maison municipale, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui une maison de la culture. Alors, ils étaient très à l'avant-garde. Ça a été fait au début du 20e siècle. Alors, là, voici la maison municipale. Là-dedans, on y trouve plusieurs salles de concert, entre autres une de 1100 places, des salles d'exposition, un restaurant, un café décoré dans le style Art Nouveau par Moucha. Et à côté, on voit, il y a un magnifique hôtel, ce style Art Nouveau qui donne sur la Namestie Republiki, la place de la République. Et juste à côté, il y a ce bâtiment de pierre noire qui est haut de 200 pieds et qui s'appelle la Tour Poudrière. C'est tout ce qui reste du palais royal de l'époque. C'est là-dedans qu'ils entreposaient les munitions et les armes. Alors, c'est une magnifique tour. Et là, maintenant, les autos peuvent circuler librement sous la tour. Un petit aparté. À Prague, je n'ai vu ni calèche ni fiacre. Ce que les gens offrent aux touristes pour leur faire un tour de ville, c'est un tour dans les voitures anciennes, comme ça, des voitures vintage. Alors, on en voit deux à proximité de la Tour Poudrière et deux autres à l'île Kampa, qu'on verra plus tard. Bon, on arrive au couvent. Un autre centre d'intérêt de la vieille ville, c'est le couvent Sainte-Agnès, qui est le premier bâtiment gothique construit à Prague en l'an 1266 par Sainte-Agnès, qui était la princesse Agnès, qui était la sœur du roi Venceslas Ier. Alors, elle a construit ce monastère et cette chapelle, pour les Clarisses. Plus tard, il y a des frères franciscains qui sont venus occuper une des ailes du monastère. Maintenant, tout le complexe a été acheté par l'État et qui sont en train d'en faire un monument dédié à l'art gothique en Bohême. Alors, on voit un peu la chapelle. Et voilà l'abside de la chapelle. Il faut que je vous parle des Juifs de Prague. Avant la guerre, sur une population d'environ 1 million à Prague, il y avait 65 000 Juifs. À la fin de la guerre, il n'y avait que 1500 Juifs. Plusieurs, je pense, ont quitté Prague avant l'invasion des nazis. Mais il faut dire aussi qu'il y en a plusieurs dizaines qui ont été exterminés dans les camps de concentration et dans les chambres à gaz. Ici, il y a 4 synagogues dans le quartier juif, qui est quand même un petit quartier. Et
cette synagogue a été transformée en musée. Alors, les autorités de la synagogue se sont affairées à inscrire sur les murs à l'intérieur de la synagogue les noms de toutes les personnes qui sont décédées lors de l'Holocauste, qui venaient de Prague. Alors, vous voyez, les noms sont écrits débutent avec la lettre rouge, comme par exemple Pavel Peter, qui est né le 16 septembre 1933 et qui est décédé le 26 octobre 1941, donc à l'âge de 8 ans. Et ainsi de suite, tous les murs de la synagogue sont remplis des noms des victimes de l'Holocauste. On voit également à l'intérieur de la synagogue le nom de tous les camps de concentration où les Juifs ont péri. Alors, il y en avait beaucoup. Il y avait entre autres Dachau, Treblinka et Auschwitz. Bon, on voit une autre vue de l'intérieur de la synagogue. Adjacent à la synagogue, on voit le cimetière juif de Prague. Ce n'est pas un énorme terrain, c'est grand à peu près comme la moitié du parc Sainte-Geneviève ici à Berthier. Mais il paraît-il qu'il y a 12 000 sépultures dans ce parc. Il y en a plusieurs strates, plusieurs couches, semble-t-il. Et on voit les pierres tombales. Ce n'est pas étonnant de voir qu'elles sont dans un état si vétus. C'est qu'il faut savoir que la dernière personne qui a été enterrée dans ce cimetière l'a été en 1786. C'est donc dire, depuis ce temps-là, le cimetière est un peu laissé à l'abandon. Et voilà l'état des pierres qu'on y trouve. Il y a aussi d'autres façons de marquer le souvenir des Juifs qui ont péri pendant la guerre. On a trouvé sur un trottoir à proximité du cimetière juif cette plaque qui rend hommage à M. Mahler, c'est ça, qui est décédé à Auschwitz en 1942. Bon. Ça, c'est une photo de la synagogue espagnole qui est transformée en musée de l'histoire des Juifs à Prague. Et ça, et on voit c'est un très, très joli bâtiment avec des rappels des éléments architecturaux mauresques. On voit également dans le quartier juif une statue de Moïse. Moïse, si vous vous souvenez de votre Ancien Testament, c'est le prophète juif qui est allé chercher en Égypte les Juifs qui étaient maltraités pour les ramener en Palestine et qui a traversé la mer Rouge en ouvrant les eaux pour que son peuple puisse passer à sec. Je pense qu'il était fatigué de son voyage. Bon. Ceci, c'est l'ancien hôtel de ville, parce qu'il faut savoir que les Juifs sont à Prague depuis l'an 1000 à peu près. Alors, ils ont été évidemment l'objet de persécutions et de discrimination au fil des siècles. Rendu au XVIIe siècle, le roi était plus bienveillant. Là, il leur a accordé une autonomie administrative. Alors, ils ont pu s'administrer eux-mêmes dans le quartier juif. Alors, ça, c'était leur hôtel de ville, surmonté du clocheton avec l'horloge. À la fin du 19e siècle, parce que les conditions de santé publique n'étaient pas très bonnes, la ville a décidé de raser à peu près toutes les maisons du quartier juif, à l'exception des synagogues. Alors, ça a été reconstruit aussitôt, mais en mettant des égouts, des aqueducs, des canalisations de gaz, tous les services modernes qu'on connaît maintenant. Bon. Je vous amène maintenant dans un endroit qui est un peu à l'extérieur de la vieille ville, qui s'appelle la place Wenceslas. C'est un peu ce qu'on appelle les Champs-Élysées de Prague. C'est une vaste avenue, 200 pieds de large par 3/4 de mille de long, avec un mail central où les gens peuvent marcher, des voies pour les tramways dans les deux sens, des voies de carrossage pour les voitures, et c'est bordé d'hôtels particuliers, de magnifiques bâtiments comme cet hôtel Europa, l'hôtel Jasta sous lequel il y a un abri antinucléaire, semble-t-il. Et il y a beaucoup d'arbres, évidemment. Et c'est l'endroit où les chars d'assaut russes ont paradé en 1968. Il faut que je vous raconte un peu l'histoire de Prague. J'ai omis de le faire, je m'excuse.
En 1918, ça faisait 300 ans que les Tchèques vivaient sous la domination de l'Empire austro-hongrois. Comme les Austro-hongrois ont perdu la guerre parce qu'ils étaient du côté des Allemands, à la fin de la guerre, l'Empire a été démembré et de nouveaux pays ont vu le jour, dont la Tchécoslovaquie. En 1933, Hitler prend le pouvoir en Allemagne et il y a beaucoup de... Déjà, il commence à maltraiter les Juifs et d'autres éléments de la société et les gens trouvent refuge en Tchécoslovaquie. En mars plutôt, 1939, les troupes nazies envahissent la Tchécoslovaquie et vont l'occuper jusqu'à la libération en 1945. Il y a beaucoup, évidemment, de résistants qui se sont produits, qui se sont montrés le nez à partir de ce moment-là. Et comme beaucoup de résistants dans d'autres pays, comme Charles de Gaulle, on sait, a passé le temps de la guerre à Londres, bien, il y a eu beaucoup de résistants tchèques qui se sont retrouvés également en Angleterre. Alors là, avec l'aide des services secrets britanniques, ils ont fomenté un coup parce que Hitler avait nommé M. Reinhard Heydrich comme gouverneur de la Tchécoslovaquie. Il faut savoir que ce M. Heydrich était le chef de toutes les troupes SS. Il était surnommé le bourreau, et c'est pas pour rien. Alors, il voulait se débarrasser de M. Heydrich. Alors, de nuit, ils ont parachuté 8 de ces résistants-là au-dessus de Prague, qui ont été accueillis par des sympathisants qui les ont hébergés et cachés. Et là, les parachutistes se sont affairés à voir les allées et venues de M. Heydrich pour pouvoir faire leur attentat. Ils se sont aperçus qu'il habitait dans la vieille ville et que ses bureaux étaient dans le château de Prague, le côté de la rivière. Un bon matin, ils se sont aperçus aussi qu'il n'était pas escorté de soldats. Il était simplement avec son chauffeur. Alors, un bon matin, ils se sont postés en embuscade derrière un bâtiment et quand il est arrivé, ils sont sortis avec la mitraillette et une grenade et ils lui ont réglé son compte. Il est mort quelques jours plus tard. Ça a créé tout un émoi parce que c'était la première fois qu'un haut dirigeant nazi était assassiné de la sorte. Alors évidemment, les Allemands ont usé de représailles, ils ont brûlé des villages, ils ont assassiné les populations de ces villages-là. Je ne vous raconterai pas la fin de l'histoire parce que je vous inviterai à aller louer le film. Parce que dans le temps de Noël, ma conjointe et moi, on a pu louer un film au club vidéo ici à Berthier qui s'appelle L'Assassinat. C'est triste de voir son pays mis à genoux. Oui, et les choses ne sont pas prêtes de changer. N'en soyez pas si sûr. Un homme peut encore nous sauver. Là, le monsieur sur la photo. C'est notre chef qui va pouvoir sauver notre pays. Je cherche quelqu'un pour diriger le nouveau service de renseignement SS. Le renseignement exige d'être consciencieux et méthodique. Personne n'est plus consciencieux que moi et personne n'est plus méthodique. Le pouvoir a besoin d'hommes qui agissent dans l'ombre et qui sont prêts à tout pour protéger ses plus grands secrets. Seuls les meilleurs d'entre nous sont à même de rendre toute sa grandeur à la nation. Savez-vous quel surnom lui a donné le Führer? Il l'appelle l'homme au cœur de fer. Londres ne vous envoie pas ici pour une simple mission de routine. Aucun réseau de résistance n'a jamais réussi à assassiner un haut responsable nazi. Je veux tout savoir de son emploi du temps. Heydrich doit mourir. Nous sommes à l'aube d'une journée qui marquera l'histoire. Tous les ennemis de la nation seront éliminés. Vous risquez votre vie, mais vous mettez aussi en danger la nôtre. Promets-moi que tu reviendras vivant. Les organisations de résistance seront détruites sans aucune pitié. Ça suffit! C'est une mission suicide. Est-ce que vous en avez conscience? C'est pas à eux de disposer de nos vies. Feu! Ils arrivent. Al-Hizar! Je reviendrai te chercher.
Et c'est un des 3 films qui a été tourné sur cet épisode-là. Alors, je ne veux pas vendre le punch. Alors, si ça vous intéresse de connaître quel était l'état de Prague dans le temps de la guerre, allez louer l'Assassinat. Alors, On était à la place Venceslas. ça, c'est la statue de Venceslas qu'on voit au bout de la place. La place est aboutie au Musée des Beaux-Arts de Prague, qui est actuellement en rénovation. Bon, là, on va se transporter de l'autre côté de la rivière. On va aller au château de Prague. On s'est rendu là en tramway, pas parce que c'était loin, mais parce que c'est situé sur une colline. Vous allez voir, c'est quand même assez escarpé. Alors, ce château de Prague, selon le livre Guinness, est le plus grand château de l'Europe. C'est facile à comprendre parce qu'à l'intérieur de ces murs, on retrouve une cathédrale et une basilique, en plus de le château lui-même. Comme c'était le siège des rois de Bohême, puis ensuite de ça, des empereurs de l'Empire germanique romain, la résidence des rois de Bohême et également des présidents de la Tchécoslovaquie et maintenant de la République tchèque. Il y a toujours des gens, des courtisans qui veulent se coller contre le pouvoir. Alors, il y a des gens qui se sont fait construire des petits hôtels particuliers comme ça à l'entrée du palais du château de Prague pour pouvoir avoir un accès facile à la direction du pays. C'est un endroit qui est gardé par des militaires. Il faut passer à travers un détecteur de métal. On voit ici, il y a des soldats d'apparat, mais aussi, c'est la relève de la garde. Et on voit aussi, il y a des militaires plus modernes qui gardent le château de Prague. On pénètre dans le château et là, on se retrouve à l'intérieur d'une grande cour intérieure, la première cour. Après ça, on prend un passage, on se retrouve à l'intérieur de la seconde cour. Et encore là, on passe à travers un passage et on se retrouve devant la cathédrale Saint-Guy, que voilà. C'est une cathédrale évidemment gothique, avec ses hautes tours. C'est un gothique flamboyant. Et on voit, il y avait une crèche de Noël sur le côté droit de l'église. Bon, ça, j'ai fait de la photo. C'est un peu d'intérêt personnel. J'ai cru comprendre que le personnage de gauche était un architecte qui présentait une maquette à son client, qui semblait être un grand seigneur. Et le seigneur dit « Oh, non, c'est trop cher, retourne à ta planche à dessin. » Bon, ici, on voit une rosace à l'intérieur de la cathédrale. Et ça, c'est un élément baroque, évidemment, qui a été rajouté dans les années subséquentes. Ça, c'est le tombeau en argent massif qui pèse 2 tonnes de Saint Jean Nepomucène, qui était un prêtre qui était rattaché au diocèse de Prague et qui était le confesseur de la reine Sophie, qui était la femme du roi Venceslas IV. Le roi Venceslas IV était particulièrement détesté parce qu'il était imprévisible, bourru, alcoolique, et il croyait que sa femme le trompait. Alors, un jour, il a fait venir Saint Jean Nepomucène, qui était le confesseur de la reine, pour lui poser des questions. Il dit « Est-ce que ma femme me trompe? » Saint Jean Nepomucène dit « Écoutez, majesté, je ne peux pas vous révéler les secrets de la confession. C'est sacré, la confession, c'est secret. » Ah, le roi ne l'a pas pris. Il s'est choqué, il a piqué une sainte colère, il a fait venir ses soldats, ils ont dit « Débarrassez-moi de cette fripouille. » Alors, ils l'ont pris, ils l'ont amené sur le pont Charles et ils l'ont jeté en bas du pont Charles dans la rivière. Et la légende veut, encore là une légende, qu'au moment, à l'endroit où Saint Jean Nepomucène a frappé l'eau, il y a un éclair qui s'est produit et il y a une couronne avec 5 étoiles d'or qui est apparue. Alors, quelques années plus tard, les catholiques ont pris ces ossements, ils l'ont mis à l'intérieur de ce tombeau en argent massif à l'intérieur de la cathédrale Saint-Guy. Bon, on voit aussi ce triptyque qui regorge d'or dans le maître-autel. On voit des très belles tapisseries sur les murs. La cathédrale, bon,
Ça s'appelle la ruelle d'or. Encore là, une légende. Le roi de Bohême, dont c'était le château, était très riche. Alors, la population croyait qu'il y avait ces maisonnettes-là, le long du mur d'enceinte, et la population croyait que le roi abritait là-dedans des alchimistes qui transformaient du vulgaire métal en pièces d'or. Et c'est pour ça que, semble-t-il, que le roi était aussi riche. Mais non. Ces maisonnettes ont été construites pour loger les archers qui devaient défendre le château. Ce sont vraiment des maisonnettes toutes petites, on dirait des maisons nains. C'est vraiment étouffant quand on rentre là-dedans, tellement c'est petit. Mais finalement, ça a logé, une fois les archers partis, ça a logé des artistes, des artisans, et éventuellement les pauvres de la ville sont venus habiter de ces maisonnettes-là. Alors, ça s'appelle la ruelle d'or. Et on trouve toutes sortes de choses, de souvenirs, comme cet engin de guerre plutôt moyenâgeux. On trouve également des statues de l'époque romane. Et on trouve cet élément plutôt lugubre, une potence, où on insérait les pauvres victimes dans une cage de métal et ils étaient laissés là, j'imagine, à sécher. Bon, comme je vous disais, là, on est sorti du château. Comme je vous disais tantôt, c'est sur une colline et les rues sont très à pic. La preuve, cette rue-là a été transformée en escalier. Bon, on descend tranquillement vers Malastrana, qui est la bande riveraine le long du fleuve. Et chemin faisant, on rencontre l'église Saint-Nicolas, qui n'est pas l'église du site de tantôt, mais une autre église catholique cette fois-ci, qui est occupée par les Jésuites. On voit la coupole à l'intérieur qui est magnifique. C'est une belle, belle église baroque. C'est la plus belle de Prague, je pense. Et si on peut revenir en arrière voir le clocher de l'église, on voit le clocher du côté droit. Et semble-t-il que dans le temps de la guerre froide, les communistes avaient installé quelqu'un pour épier l'ambassade américaine qui était tout proche de l'église. Alors, comment on a su ça? C'est qu'à la fin du régime communiste, ils ont découvert qu'ils avaient installé un urinoir pour la personne qui guettait dans le haut du clocher. Bon. Tant qu'à être du côté de la rive gauche, on va faire la tournée. Ici, ça s'appelle... C'est l'île de Campa. C'est pas vraiment une île, c'est une presqu'île qui est délimitée par, évidemment, le fleuve et également qui est séparée, sur une partie, en tout cas, de la terre ferme par un canal qu'on voit ici. Alors, c'est, semble-t-il, classé comme étant l'île la plus romantique au monde après l'île Saint-Louis à Paris. Alors, il y a un mur qui s'appelle le mur John Lennon, où, après le décès de John Lennon, les jeunes du monde entier ont été invités à venir faire des graffitis en signe de paix sur ce mur. Bon, ce qu'on voit de la rive gauche, on voit des bâtiments de la rive droite, évidemment. Là, le bâtiment qu'on voit, c'est le Théâtre national, qui est un magnifique bâtiment où il y a des spectacles d'opéra, de ballet et des concerts classiques. Ça, cette tour-là, c'est la tour à l'entrée du pont Charles. Alors, j'avais commencé à vous parler du pont Charles, qui est un des attraits de Prague, qui est un très beau pont, qui a été construit par cet homme, le roi Charles IV, qui a régné relativement peu longtemps, seulement une dizaine d'années, mais qui a fait beaucoup pour l'embellissement de Prague. C'est lui, entre autres, qui a créé la place Venceslas qu'on a vu tantôt. Et en 1434, il y avait un pont en bois qui traversait la rivière, qui reliait la vieille ville avec Malastrana, et la crue des eaux l'a emporté. Et le roi s'est affairé tout de suite après à reconstruire le pont, mais cette fois-là en pierre. Et depuis ce temps-là, ce pont-là est debout et n'a pas bougé. Du côté de la vieille ville, il a érigé cette tour de style gothique en pierre de Prague, en pierre noire de Prague, qui est finalement comme une espèce d'arc de triomphe, et ça signale, pour les gens qui viennent de la rive gauche, leur entrée dans la vieille ville.
Alors, au 16e et 17e siècle, les catholiques de Prague ont décidé d'ériger des statues religieuses sur le pont. Alors, vous avez chaque pilier du pont, ils ont installé une statue, de sorte qu'il y a 28 statues tout le long du pont. Des statues religieuses, soit la Vierge, le Christ ou les différents saints qui sont populaires en République tchèque. Entre autres, ici, je suis devant la statue de Saint-Jean Nepomucène, dont je vous ai raconté l'histoire tantôt. Et encore là, une légende veut que si on frotte la statue, ça nous porte bonheur et on est assuré de retourner un jour à Prague. Alors ici, on voit les statues de la Vierge. Il y avait sur le pont, c'est un pont qui est piétonnier, hein, il n'y a pas de véhicule qui circule là, c'est tout fini en pavé. Et il y avait un petit orchestre de jazz qui s'exécutait sur le pont. Il y avait quand même, en plein mois de décembre, il y avait quand même pas mal de monde sur le pont. Alors, ça doit être épouvantable au mois de juillet, là, j'ose pas y penser. Alors, on traverse la Vladva, qui est la rivière qui sépare les deux berges. Sur la Vladva, il y a des petits bateaux qui font des croisières d'1 heure, 2 heures, 3 heures, le matin comme le soir. Il y en a même certains sur lesquels on peut prendre des repas, tout en se promenant sur les berges. On voit à gauche, le long de la rive, toute une série de cygnes qui s'ébattent dans l'eau de la Vladva. Bon, on voit, là, ici, on arrive à l'extrémité du pont, du côté de Malastrana. On voit le château de Prague dans le haut, avec la cathédrale Saint-Guy. Voici d'autres statues sur le pont. Bon, ça, c'est les tours du côté de Malastrana, à l'extrémité du pont. Bon, je vais vous parler maintenant de la gastronomie tchèque et de la bière tchèque. Comme le peuple tchèque a vécu pendant 300 ans à l'intérieur de l'Empire austro-hongrois, ils en sont venus à prendre les habitudes alimentaires des Allemands et des Autrichiens. Alors, ils préfèrent la viande de porc et de bœuf. Ils ont également... Ils mangent la caractéristique, dans les restaurants, vous allez trouver quand même du poulet, du canard, du cerf même. Et la caractéristique, c'est qu'ils ne mangent pas beaucoup de légumes. On voit au mieux des pommes de terre assaisonnées avec du persil, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut voir. Encore là, de la goulash. La goulash est très bonne. Et les desserts ne sont pas piqués des verres. Ceci, c'est un sundae qui s'appelle Danemark, qui est fait de la crème glacée à la vanille, de crème fouettée et de chocolat chaud fondu. C'est pas vilain. Bon, il y a aussi la bière tchèque, qui est de renommée mondiale. Entre autres, la plus populaire étant la Pilsner Urquell, et il y a aussi la Gambrinus. Ce sont deux... Il y a 100 brasseries actives en République tchèque. Chaque Tchèque boit en moyenne 150 litres de bière par année. Mais parlez-leur pas des bières étrangères, ils sont fidèles à leur bière nationale. Bon, je vais vous parler également de la vie culturelle à Prague. Prague a de tout temps été une ville capitale, ville phare pour la musique classique. On voit ici l'immeuble qui est le Conservatoire de musique de Prague, qui s'appelle le Rudolfinum, qui est en bordure de la Vladva, à peu près à la hauteur du quartier juif. Et ce magnifique immeuble du 19e siècle abrite les locaux, c'est le siège social de l'Orchestre philharmonique de Prague. On y trouve des salles de répétition, une salle de concert de 1200 places, des classes d'apprentissage, des bureaux, un café et une librairie. Alors, il y a plusieurs musiciens célèbres qui y ont enseigné, entre autres Dvorak, Smetana, Janacek, Mahler, qui ont tous, à tour de rôle, enseigné au Conservatoire de Prague. Et à tous les jours, il y a des milliers de personnes à Prague qui peuvent assister à un concert de musique classique. Il y a simultanément, à travers la ville, il y a au moins 6-7
concert de musique classique, soit au Dolphinium, à la maison municipale ou dans les innombrables églises qu'il y a à travers la ville. Alors, il y a plusieurs milliers de personnes qui assistent à des concerts de musique classique à tous les jours. Du côté des arts plastiques, c'est un peu moins flamboyant. Comme je l'ai dit tantôt, le musée des Beaux-Arts était fermé pour rénovation, donc on ne l'a pas visité. On a visité à la place le musée Moucha. En tchèque, on dit Mouka. Alors, c'était Alphonse Moucha, qui était un Pragois, qui a fait carrière principalement en France, parce qu'il était peintre et afficheur. Alors, il a fait en France les affiches pour annoncer les spectacles de la fameuse actrice française Sarah Bernard. Alors, ça lui a valu plein d'autres commandes de la part de compagnies ou d'individus pour faire des affiches. Alors, il a fait des choses très décoratives. C'était un des pères de l'art nouveau, principalement en France. Alors, à la fin de sa vie, il est revenu à Prague et on lui a demandé de faire le dessin pour un vitrail à la cathédrale Saint-Guy, qu'on voit ici, un très beau vitrail. Maintenant, du côté de la littérature. En littérature, les Tchèques sont quand même assez forts. Il y a Milan Kundera, qui est un grand romancier. Il y a eu Václav Havel, qui a été un des prédécesseurs de la République tchèque, qui a fomenté la révolution de velours en 1949, qui a permis de se débarrasser du communisme. Il y a eu Rainer Maria Rilke, qui est un poète germanophone, par exemple, et il y a eu Franz Kafka. Franz Kafka était un juif qui a été élevé dans le quartier juif de Prague et qui a fait son cours de droit. Il est devenu avocat, il a pratiqué pendant quelques quinzaine d'années. Il était employé d'une compagnie d'assurance qui avait ses bureaux sur la place Venceslas. Et il est mort à 40 ans d'une tuberculose de malnutrition. Pendant tous ses loisirs, il écrivait des choses, des nouvelles, des romans. Il écrivait tout le temps quand il y avait le moment, quand il y avait le temps de le faire, mais il ne publiait jamais parce qu'il considérait que ses œuvres n'étaient pas intéressantes pour personne. À son décès, il a écrit dans son testament qu'il voulait que son exécuteur testamentaire, qui était son meilleur ami, brûle tous ses écrits, ses cahiers, ses notes. Il voulait que ça soit brûlé. L'exécuteur testamentaire, quand il a pris connaissance des documents que Franz Kafka avait écrits, il a dit « Non, je ne peux pas brûler ça, ça ne vaut pas la peine. » C'est-à-dire, ça vaut la peine d'être publié parce que c'est des grandes œuvres. Alors, c'est ainsi que toute l'œuvre de Kafka a été posthume. Il a écrit des romans mondialement connus comme Le Procès et La Métamorphose. À travers Prague, il y a 3 monuments qui célèbrent la présence de Franz Kafka. On voit ici, je pose devant une de ces sculptures-là qui est à côté de la synagogue espagnole. C'est un monument à peu près 12 pieds de haut. Et on voit Kafka qui est assis à cheval sur un des personnages de ses livres qui n'a pas de tête. Ici, c'est une autre, c'est la tête de Franz Kafka qui est située. Est-ce que c'est une vidéo, ça, je pense, hein? Bien, je vais juste vérifier parce que ah, voyons. Ah, voilà. Alors, c'est tout en acier inoxydable, c'est fait par strates et ça tourne à des vitesses différentes. Alors, on se demande toujours si la tête va se reformer, mais finalement, au bout du compte, la tête et les morceaux tombent en place. C'est l'œuvre d'un sculpteur qui s'appelle David Cerny. C'est vraiment impressionnant, ça. Alors, le même artiste, M. Cerny, a fait une autre œuvre qui représente 2 hommes qui sont en train d'uriner dans un bassin. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bassin a la forme de la République tchèque. Alors, je ne sais pas quel est le message exactement, mais il semble que la direction des jets, je ne l'ai pas vérifié, mais c'est ce que j'ai lu, la direction des jets fait que le jet écrit des lettres dans l'eau du bassin qui reprennent des textes de la littérature nationale de la République tchèque. Alors, voilà.
Et ça se situe juste à l'entrée du musée Franz Kafka sur l'île de Kampa. Ah oui. Il y a eu également, en part de la littérature, dans le cinéma, il y a beaucoup de Tchèques qui se sont illustrés. On pense ici à Milos Forman, qui est un grand réalisateur qui a produit des films qu'on connaît tous, comme Vol au-dessus d'un nid de coucou, Ragtime, Hair, Amadeus, Valmont. Tous des films qui lui ont mérité 2 Oscars, 4 Césars et 4 Golden Globes. Il y a aussi Yeri Menzel, qui est un autre réalisateur qui a eu un Oscar et un Ours d'or à Berlin. Dans les sports maintenant. Dans les sports, il y a eu de très grands athlètes tchèques. On pense par exemple à Emil Zatopek, qui était un coureur de fond qui a été actif au milieu du 20e siècle. Il est participé aux Olympiques de 1948 et de 1952. Et en tout, il a rapporté pas moins de 5 médailles d'or. Entre autres, en 1952, il a gagné la médaille d'or aux 5000 mètres, la médaille d'or aux 10 000 mètres et la médaille d'or au marathon. Un exploit qui n'a pas été répété depuis ce temps-là. Et au tennis, tout le monde connaît les prouesses de Ivan Lendl et Martina Navratilova, qui sont des Tchèques. Au hockey, il y a notre charmant Thomas Plekanec qui vient d'être échangé à Toronto. Et il y a aussi Jaromir Jagr qui a fait une longue carrière dans la Ligue nationale, qui vient de retourner en République tchèque pour continuer à pratiquer son sport. Et il y a Dominique Hasek aussi, qui était un grand joueur de hockey. Bon, je vais vous parler de 2 bâtiments que j'ai trouvés exceptionnels à Prague. Celui-ci, ça s'appelle la Maison qui danse. C'est un hôtel construit dans les années 1995-96, dont un des architectes est un architecte canadien qui s'appelle Frank Gehry, qui fait toujours des choses très particulières, comme vous pouvez voir. Alors, le mouvement veut représenter un couple de danseurs. À l'étage supérieur de l'hôtel, il y a un restaurant qui s'appelle Ginger et Fred, en l'honneur de Ginger Rogers et Fred Astaire. Et ma conjointe et moi avons eu l'occasion de monter sur le toit en haut à droite où il y a un belvédère et on a pu voir la vue magnifique autour de cet hôtel qui est situé sur le bord de la Vladva. Alors vous allez voir le panorama autour de cet hôtel. Là, on voit la Vladva et on voit le château de Prague à l'horizon, en haut sur la colline. Maintenant, une vidéo dans l'autre direction. Bon, on s'excuse, il ne fonctionne pas. Bon, alors l'autre bâtiment d'exception, c'est un sanctuaire à la Vierge Marie qui s'appelle Notre-Dame de Lorette, qui est un monastère qui a été construit par une richissime famille pragoise au 18e siècle dans le style baroque, qui comprend un monastère qui était habité par les pères capucins et une église, une chapelle, si on veut. Alors, c'est une statue dans la cour intérieure du monastère. Il y a également... Ah oui, ce sanctuaire se voulait une réplique d'un sanctuaire qui existe en Italie qui s'appelle à la ville de Loreto. Donc, on a pris Loreto et on a fait Notre-Dame de Lorette. Et à Loreto, il y a, dans le milieu du monastère, un petit édicule comme ça qui s'appelle Santa Casa, c'est-à-dire la Maison Sainte. Et à Loreto, encore là, une légende veut que la Maison Sainte qui est à Loreto ait été la maison où la Vierge Marie a été élevée à Nazareth et que les anges auraient transporté de Nazareth jusqu'à Loreto en Italie parce que l'envahisseur turc menaçait d'envahir Nazareth. Bon. Et quand on a fait la réplique de Loreto à Prague, on a fait une réplique également de la Santa Casa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je doute fort qu'une petite maison à Nazareth ait eu cet aspect-là.
C'est une légende, voilà. Fake news. Et partout à l'intérieur de l'Église, on voit des représentations, évidemment, de la Vierge Marie, avec son fils à différentes époques. Ici, on voit les confessionnaux qui étaient utilisés par les Capucins. Et on voit ma conjointe qui circule dans le déambulatoire autour du monastère, de la cour intérieure. Bon, c'est une église, évidemment, de style baroque, comme on peut voir, et on voit partout des images de la Vierge. Bon, ici, on voit un Christ qui est plutôt athlétique. On voit ici la Vierge avec son fils défunt sur ses genoux. Et on voit la tour du monastère qui est de style baroque, tout à fait. Bon, maintenant, je vais vous parler des marchés de Noël, enfin. Les marchés de Noël, c'est une tradition d'Allemagne et d'Europe de l'Est, et d'Europe centrale surtout, qui existe depuis plusieurs siècles. Ici, on commence juste à avoir des marchés de Noël dans quelques municipalités du Québec. Bon. Mais là-bas, c'est une tradition séculaire. Alors, la période où les kiosques de Noël s'installent, c'est à partir de la première semaine de l'Avent à aller jusqu'au tout début de janvier. Alors, c'est tous des petits kiosques en bois avec des toits de métal. Et on voit dans le milieu, ils s'installent un peu partout en ville, partout où il y a de la place. Il y en avait beaucoup dans la place de la Vieille Ville. Il y en avait près de la maison municipale, il y a la place de la République. Et on avait même à l'intérieur du château de Prague et à la place Venceslas, évidemment. Alors, on voit l'aspect, le soir, c'est plein de monde. Dans le milieu de la vieille place, on avait installé une espèce de promontoire d'où on pouvait avoir une vue plongeante sur les kiosques autour. Ceci, c'est une crèche que j'ai photographiée qui était à l'île de Campa. Alors, voici la vue qu'on avait du promontoire à la place de la Vieille Ville. On voit partout des kiosques et plein de gens qui circulent. Alors, qu'est-ce qu'on vend dans les kiosques des marchés de Noël? On vend de l'artisanat traditionnel, évidemment, mais aussi des produits comme du jambon. Il y avait la photo précédente, il y avait du jambon de Prague. Ici, il y a du chocolat de Prague. Il y a également un plat qui est très populaire, c'est des trilniks. C'est de la pâte sucrée qui est enroulée autour d'un tube, comme on peut voir là, sur la photo, et qui est mis à cuire au-dessus d'un treillis. J'en ai même vu qui enrobaient l'intérieur de la pâte avec du Nutella. J'ai pas goûté. On vend également des marrons chauds, comme ma conjointe est amateur de marrons chauds. On la voit ici attendre d'être servie. Il y a aussi, on peut boire du vin chaud à Prague, dans les marchés de Noël. Moi, j'avais jamais bu du vin chaud avant, mais j'ai vraiment appris à aimer ça. Et depuis qu'on est revenu, j'en ai servi à plusieurs de mes amis, dont 2 qui sont ici, et qui pourront attester que c'est vraiment délicieux. C'est fait avec un vin rouge qu'on ne fait pas bouillir, mais qu'on fait chauffer en y ajoutant des épices comme de la cannelle, de la muscade, de l'anis étoilé, et même un peu de sucre et des fruits, un peu de fruits comme de la pomme, de la poire. Et c'est magnifique, ça réchauffe quand on est dehors. Là, il faisait autour de 0 à Prague quand on est allé. Alors, c'est vraiment très, très sympathique. Et les marchés de Noël, en tout cas à Prague, j'ai remarqué que vers 4h30, 5h, en fin d'après-midi, quand la noirceur tombe et que les gens sortent des bureaux, il y a beaucoup de gens qui s'agglutinent autour des marchés de Noël, des collègues de travail qui vont prendre un 5 à 7 ensemble, par exemple, en buvant du vin chaud. Et on peut également faire des repas complets dans les marchés de Noël. On voit ici des énormes plats où on fait cuire des pommes de terre. Ici, on fait rôtir une pièce de viande au-dessus d'un feu de bois improvisé. Et on peut acheter toutes sortes de nourriture de Noël. On peut acheter des pains d'épices, des gâteaux aux noix, des petits fours à la vanille, toutes sortes de nourriture traditionnelle du temps des fêtes là-bas. Encore des tredlniks qui sont très populaires là-bas. Lucie, saute ça. Alors,
je vais vous parler également des souvenirs que vous pouvez rapporter de Prague. Il y a plusieurs rues commerciales comme celle-ci qui relient la place de la Vieille Ville avec la place vis-à-vis la maison municipale. Alors, tout le long de ces avenues-là qui sont empruntées par beaucoup de touristes, il y a des boutiques. Alors, il y a des charmantes sculptures à l'entrée de certains commerces. Et voilà, on circule, on va d'une place à l'autre. C'est très, très agréable de circuler là. Bon. Un des souvenirs, si vous voulez rapporter des souvenirs de Prague, je vous conseillerais d'abord de rapporter peut-être des marionnettes. Prague est renommée mondialement pour son théâtre de marionnettes. Il y a une école de formation de marionnettistes à Prague et à chaque année, il se tient des festivals de marionnettes. Alors ici, c'est des marionnettes qui sont à vendre dans un kiosque de Noël. Il y a des marionnettes en bois, en plâtre, en terre cuite. Et c'est vraiment pas cher. On vend aussi si c'est une autre boutique de marionnettes près du pont Charles. Il y a également, on peut acheter des boîtes de musique qui répètent la musique des grands musiciens du pays. Il y a aussi des jouets. On fabrique beaucoup de jouets en bois qui sont un beau design, qui sont très résistants pour, évidemment, un prix un peu plus élevé. Il y a le fameux verre de Bohême. Comme Prague est la capitale de la Bohême, c'est là qu'on trouve principalement du verre de Bohême qui est reconnu pour sa grande limpidité. Et avec du verre de Bohême, on fabrique des verres, des coupes à vin, des bols, toutes sortes d'outils, d'accessoires de cuisine. Bon. La Bohême est également le seul endroit en Europe où il y a des gisements d'une pierre précieuse qui s'appelle le grenat. C'est une pierre rouge, qui est un peu le rouge qu'on voit dans les enseignes. En tchèque, grenat se dit garnet. Et avec cette pierre-là, on fait des colliers, des bagues, des boucles d'oreilles, des broches, etc. On les sertit même sur, mettons, des coupes de vin, etc. Alors, c'est les principaux souvenirs que vous pouvez rapporter de Prague, à part le souvenir d'avoir fait un très beau voyage. Alors, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions... Si vous avez des questions, ça me ferait plaisir d'y répondre. Oui, madame. J'aurais aimé ça vous avoir comme guide à Prague. Moi-même, j'ai pris un guide. C'est que tantôt, vous avez parlé pour les avions. C'est que maintenant, Air Transat va le direct. Oui, c'est ça que j'ai dit. À 870 $, sauf qu'il ne l'offre pas l'année longue. Seulement à partir d'avril à octobre à peu près. Ça me semble que j'ai dit les heures. Non, c'est direct, ça fait à peu près 8 heures. Mais les repas sur Air Transat sont plus ordinaires. Oh, je vous recommande Air France. Ah, oui, ils sont associés avec Air France. Oui, c'est ça. Oui, monsieur, vous avez une question? L'accueil de l'Italie dans un moment touristique, il y a moins de touristes en décembre. Ben, je sais pas. Mais c'est plus au niveau de l'accueil des gens au regard des touristes. Un accueil chaud, chaleureux. Oui, chaleureux. Il n'y a pas grand monde qui parle français là-bas, je peux vous le dire. On se débrouille surtout en anglais. Mais nous autres, quand on est arrivés, on a pris un taxi à l'aéroport de Prague pour se rendre au centre-ville. Et on est tombé sur un Tchèque qui parlait ni français ni anglais. Mais on s'en a réussi à se rendre finalement quand même. Alors... Les gens très chaleureux, très sympathiques. Ils ont l'air heureux. Moi, je pense qu'ils ont l'air heureux. Oui. Oui. Mais au point de vue température, j'ai remarqué que les tourteaux, la plupart du temps, ils sont... On ne voit pas beaucoup de soleil. Bien, effectivement, il n'y a pas fait de soleil tout le temps qu'on était là, peut-être une journée ou deux seulement. La température, la météo se situait entre, mettons, 0 et 5 degrés à peu près. Et en tout cas, depuis que je suis revenu, je surveille la température qu'il fait là-bas. Et je pense qu'ils n'ont pas eu de neige à Prague de l'hiver. C'est ça. Je dis, c'est très, très, très humide. Ah, c'est ça, hein? Ouais. Il faut y aller, en décembre, il faut y aller habillé comme en hiver, comme aujourd'hui. Mais puis même si on est bien habillé, on n'est pas habitué à cette forme d'humidité. Puis comme on est toujours dehors,
On est transi à un moment donné. Une chance qu'il y a du vin chaud, parce que là, on se réchauffe, puis on est capable de continuer. Puis la chose qui a été intéressante, je m'excuse, pas tu l'as mentionné, on a eu une guide. Et ça, c'est vraiment, je suggère à tout le monde qui voyage n'importe où. On a eu une guide juste pour Paul et moi, à pied. Donc, on a fait avec elle la vieille ville et le quartier juif. Et tout ce qu'elle peut nous raconter, on ne peut pas le lire dans tous nos livres, c'est pas vrai qu'on retient tout, c'est impossible. Donc, toute l'histoire de Prague, des Juifs, c'est elle qui nous le raconte, puis c'est vraiment, vraiment intéressant, puis c'est vivant, puis elle nous pointe l'œil vers des choses qu'on ne remarquerait même pas, parce qu'il y a trop d'éléments à regarder, là. Ça, c'est vraiment super intéressant à faire quand on est en voyage. J'ai oublié de mentionner quelque chose. Depuis que je suis revenu, je me promenais sur Internet et je suis tombé sur la page, le site web de Radio Prague, qui est un poste de radio qui diffuse en plusieurs langues. Et je suis tombé, entre autres en français, et je suis allé voir sur leur page en français, et il y avait un reportage sur la République tchèque et le Québec. Alors, je suis allé écouter l'émission qu'ils avaient enregistrée à ce moment-là, qu'ils avaient diffusée. Et c'est là que j'ai vu qu'ils racontaient qu'au Québec, il vit actuellement à peu près 3000 Tchèques, qu'en République tchèque, il y a environ 300 Québécois, dont votre fils, madame. Oui, c'est ça, il y a à peu près 300. Bien, c'est ça dont tu parlais. Il y avait un Mathieu qui vient de la Montérégie, qui était interviewé dans l'émission, et qui racontait ce qu'il avait frappé quand il est arrivé là-bas. C'est l'entraide qui existait entre les francophones, des alliances pour t'aider à t'acclimater et à apprendre les us et coutumes et la langue du pays, surtout. Et il y avait une autre aussi, une Patricia qui vient de la Rive-Nord de Montréal, qui racontait qu'elle communique avec ses parents au Québec, souvent par Skype, et ce qui lui manquait le plus, c'était de pouvoir sortir chez elle avec ses patins à la main, traverser la rue et d'aller patiner dans le parc en face de chez elle. Ça, elle disait que ça lui manquait beaucoup. Alors, c'est très intéressant de savoir qu'il y a beaucoup d'étrangers qui émigrent, parce que c'est un pays qui est très prospère. Nous autres, on a loué un appartement d'un Français qui habite à Prague depuis 15 ans et qui s'est parti une boîte de publicité et qui, l'année passée, a acheté une péniche et qui, avec sa petite famille, habite sur une péniche sur la Vladva. Alors, voilà. D'autres questions? La période des fêtes, est-ce que les traditions au niveau des repas, c'est différent? Oui, c'est la nourriture est vraiment pas comme chez nous. Comme Paul le disait, là, il y a beaucoup de sauces. De différentes viandes, la sauce, pas beaucoup de légumes. Les photos qu'on a vues, on voyait les oignons rouges puis les patates. Mais si on a le goût d'un petit légume vert, là, il n'y en a pas. Non, c'est très différent. Oui. C'est bon, oui. Mais je vous dirais que ça manque quand même de légumes. Ouais, c'est la tradition de le dindon. Non, puis on est... C'est sûr que si on est dans les familles, j'imagine qu'il y en a des traditions, mais là, on le voit pas parce que dans les restaurants, c'est un peu différent. C'est pas tout à fait pareil. Mais on aurait aimé ça avoir de la neige. Oui. Pour la féerie, quand on est le soir dans les marchés de Noël avec toutes les lumières, là, on souhaitait de la neige. Oui, il n'y en a pas eu. C'est très féerique, les marchés de Noël. Vous avez une question, madame? Oui. Moi, j'aimerais savoir quel est le plus beau souvenir que vous rapportez. Pas un cadeau, là, un souvenir. Qu'est-ce qui vous a ému le plus de ce voyage? Oh non, c'est toujours quelque chose. Je ne sais pas, honnêtement, j'ai jamais pensé. Moi, je ne suis pas architecte, mais c'est l'architecture qui m'a beaucoup impressionné. C'est la beauté des bâtiments à Prague. Quand on va dans des cafés, le café de la place municipale, qui est art déco, là. Art nouveau. Art nouveau, excuse-moi, parce qu'il y a une différence entre art déco et art nouveau. Tu pourras l'expliquer si tu veux. Ça, c'est art nouveau aussi. Mais, tu pourras l'expliquer. Mais c'est super intéressant d'être là à 2 h de l'après-midi. On prend une petite pause, puis on prend un café, un thé, un gâteau, et dans un environnement féerique. C'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ça que je retiens, c'est tout l'environnement. Et Prague, c'est aussi... C'est pas grand, donc il y a une intimité dans cette ville-là. On ne se perd pas.
On s'est perdu, mais en principe, on se perd pas. Oh, la première journée. À cause de lui, là, non. On se perd pas parce que c'est petit, puis tout se fait. Vraiment, c'est vraiment fantastique. Nous autres ici, quand on a un, c'est ragoût, tourtière d'Inde. Eux autres, c'est de la carte grillée. La carte? La carte. Tu vas au coin des épiceries, ils ont des gros bassins d'eau dehors, les messieurs, ils ont leur tablier plein de sang, ils coupent ta carte, puis ils te font des filets avec ça. Ah, oui, c'est vrai. Nous, Bon. on jette ça à l'eau, eux autres, ils vont y manger de la carte grillée. OK. Une autre chose remarquable, c'est les femmes. Hein, les femmes sont grandes, sont vraiment grandes. Moi, je suis quand même pas petite, là, mais c'est... Surtout la jeune génération, là, c'est 5 pieds 10 en montant. C'est vraiment... c'est Ah, oui. remarquable de voir la grandeur des femmes. On va continuer les autres photos. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je voulais vous parler. Oui, madame, vous avez une question? OK, d'accord, tantôt. Je voulais vous parler de la prochaine conférence qui va avoir lieu le 29 mars, même place, même heure. Ça va porter sur Vienne. Vous baissez les lumières? Alors, Vienne est renommée pour ses cafés, entre autres, et ses bonnes pâtisseries. Vous êtes allé à Vienne aussi? OK. Alors, ici, c'est le Palmenhaus. C'est le café qui a été aménagé à l'intérieur des serres du château d'Hofburg. Ici, c'est le vieil hôtel de ville de Vienne, autour duquel et devant lequel se sont installés des marchés de Noël. Ici, c'est la princesse Sissi qui a permis que je fasse cette photo-là d'elle, à condition qu'elle me tourne le dos. Alors, on a visité les appartements de la princesse Sissi. Moi, je suis contre la monarchie, mais je vous dirais qu'une semaine, là, j'accepterais. La princesse Sissi, j'accepterais. Ici, c'est le château d'été de Sissi. C'est le palais de Schönbrunn. Bon, ici, il y a des calèches à Vienne, qu'on veut voir les fiacres. Ici, il y a une horloge, pas astronomique, mais quasiment, également à Vienne. Et il y a un marché public extérieur qui s'appelle la Nash Market, où on voit plein de produits comme des houmous à toutes sortes de sauces. Vienne est également une ville d'art, où on voit beaucoup de beaux musées d'art. Ici, c'est le palais du Belvédère. C'est la cour qu'on avait. C'est la vue qu'on avait du Belvédère supérieur. Et le bâtiment au toit orangé qu'on voit au fond, c'est le Belvédère inférieur. Entre les deux, il y a les jardins qu'on voit là qui ont été dessinés par un élève de Lenôtre qui avait fait les jardins de Versailles. Ici, devant l'église Saint-Charles-Borromée, on voit un monsieur qui joue de l'orgue de Barbarie. Et voilà, ça, c'est l'intérieur du café central à Vienne. Et voilà. C'est un plaisir de vous revoir.